Il existe dans les combles des Invalides des objets mystérieux, quasiment oubliés. Des maquettes colossales à la frontière de l'histoire et de la géographie, outils de stratégie militaire devenus œuvres d'art. Plus de 400 ans avant Google Earth, ces chefs-d'œuvre de précision, copies conformes des places fortes de France, étaient l'orgueil du roi et de ses généraux. Aujourd'hui, jugés trop grands, trop fragiles, seule une infime partie de cette collection royale est exposée. La majeure partie de ce patrimoine national reste cachée au public. Pour la première fois, la Maison de l'Histoire de France s'apprête à éclairer d'un jour nouveau ses œuvres endormies. Les plus grandes pièces de ces plans en relief vont sortir de l'ombre pour être dévoilées au Grand Palais. Ces objets étaient des objets de programmation, comme toute maquette pour un promoteur qui veut, ou un architecte qui veut étudier son projet. Et donc ces maquettes étaient là pour ça. Elles étaient faites assez rapidement, à partir de la fin du XVIIe siècle. Et puis, comme c'était une collection royale, pour les besoins stratégiques du pouvoir royal, elles sont devenues de plus en plus minutieuses. Et ce sont devenus de véritables objets d'art. En tout, il y a eu 250 plans reliefs fabriqués. Aujourd'hui, la collection est d'environ une centaine, ce qui est tout à fait exceptionnel, et surtout par leur dimension, puisque les plus grandes font 160, 140 mètres carrés. L'importance de cette exposition, elle réside dans le fait que nous avons seulement 28 plans reliefs qui sont présentés dans l'exposition permanente, et celles qui seront présentées sont des maquettes qui parfois ne sont jamais sorties même des Invalides, où elles ont été construites ici et elles ne sont jamais sorties. Donc c'est une grande première et c'est une sorte d'exploit auquel on est confronté. L'exploit tient d'abord à la nature de ces œuvres. Chacune des 16 maquettes qui doivent être exposées au Grand Palais est constituée de plusieurs tables montées sur des structures complexes. Des puzzles géants qui peuvent atteindre 160 mètres carrés, mais d'une fragilité extrême. Problème, ces pièces de musée n'ont pas toujours été conservées dans des conditions idéales. Chaque manipulation menace ce patrimoine de plus de 400 ans. Normalement, c'est la table 1 qui a les goujons. Là, c'est la table 2. Mais c'est toujours 1, 2 ou 3. Pour encadrer les opérations, l'ancien restaurateur du musée a dû être rappelé. Il connaît chaque structure, chaque détail de ces plans dont la construction pouvait prendre jusqu'à 5 ans. Les ingénieurs topographes allaient sur place, relever toutes les maisons, relever, etc., les jardins, les élévations, etc. Et c'était quand même assez long sur le terrain déjà. Et ensuite, il fallait le reproduire d'après les cahiers de développement ou les épures. Toutes les maisons sont faites en tilleul, en général, recouvertes de papier. Alors, soit avec des ouvertures rapportées, soit des ouvertures creusées. Vous avez ensuite tout ce qui est champs, jardins ou arbres qui est fait en soie naturelle de différentes couleurs. En général, tous les plans reliefs sont faits à peu près à la période du printemps. Sinon, vous voyez la complexité de la cathédrale, hein, elle est magnifique. Vous voyez là, c'est de la dentelle. Hein, quand il faut faire ça en construction, c'est quand même assez long. Hein. On a quand même beaucoup de petits détails. Pour expliquer, Et dans cette exposition, chaque détail compte. Surtout pour Sarah Paronetto, la régisseuse. C'est elle qui a la charge de l'installation des œuvres au Grand Palais. Lors de l'exposition, elle ne disposera que de 5 jours pour acheminer et monter les plans dans la nef. ça voilà. Donc c'est quand même un bon chantier. Là, et puis le problème, c'est que toutes les caisses qui doivent aller là, on doit contourner. Ah, oui, c'est ça. Pour que les plans puissent être assemblés en un temps record, il faut s'assurer que les 5000 pièces qui les composent sont en état. Certaines maquettes n'ont pas été montées depuis plus d'1 siècle. Chacune dispose d'une structure unique. Chaque pied, chaque traverse est recensé, réparé si nécessaire et reconditionné. En 8 ans de carrière, Sarah a déjà réalisé près de 20 événements de ce type. Pourtant pour elle, cette exposition sort du lot. Elle est hors norme parce que donc elle nécessite 8 mois de travail sur site. Les autres expos nécessitent vraiment beaucoup moins de temps, contre 5 jours d'installation. Alors que pour une autre exposition normale, on a besoin de 10 jours seulement pour l'installation des œuvres. Un plan peut représenter plus de 50 caisses,
Donc c'est pour ça qu'on arrive à plus de 300 caisses et de 800 mètres cubes de caisses. Donc c'est beaucoup de chiffres, mais c'est énorme. Donc effectivement, le régisseur est un peu le pivot de toute cette organisation-là, puisque c'est toujours des moyens humains et logistiques à déployer pour les campagnes photos, pour les vérifications piétements, pour l'emballage, etc. C'est un jeu de toutes les minutes de recadrer ce qui est en train de sortir du cadre, parce qu'il y a toujours des impondérables et des choses qu'on n'a pas prévues malgré tout le travail d'anticipation. Tout penser en grand et jusque dans les moindres détails, c'est aussi devenu l'obsession de Nathalie Crinière. J'en reviens quand même à mon histoire d'économie. Parce que si on ne construisait pas le bois, son agence de scénographie a été retenue pour mettre en scène l'exposition au Grand Palais. Dans ses bureaux parisiens, cela fait plus de 8 mois que ses équipes y travaillent. C'est déjà des œuvres compliquées. Ensuite, on a un espace très particulier parce que la Grande Nef, c'est pas un musée, c'est pas une salle d'exposition classique, entre guillemets. Et puis, on avait le paramètre temps, c'est-à-dire qu'on ne nous dit pas vous avez un mois, on nous dit vous avez 5 jours. Et puis, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui va faire effet dans la Grande Nef, parce que la Grande Nef, il faut l'habiter. Pour moi, l'idée, c'était de rentrer dans un paysage. Et puis après, vous alliez des plaines à la montagne, mais c'était vraiment l'idée du paysage. Et donc, on a mis en place, en fait, ces grands miroirs en biais qui allaient tout de suite refléter le paysage. Donc, d'entrée de jeu, le visiteur allait être happé, en quelque sorte, par le paysage. Scénographe, éclairagiste, graphiste, 7 personnes travaillent à temps plein sur la mise en scène. Leur travail va de l'architecture de l'exposition au design des plaquettes pédagogiques. Leur but, mettre leur sens de l'esthétique au service du contenu défini par les commissaires de l'exposition. Pour que l'alchimie prenne, le dialogue est permanent. Donc on avait retenu d'utiliser le plus simple, le rouge. Leur logo, on peut le mettre qu'une fois. Et puis après, on avait dit qu'on reportait toutes les informations ici sur la Simèse. À l'heure de Google Earth, c'est pratiquement la France en 3D 3 siècles avant, ce qui est extraordinaire tout de même. Imaginez que ce sont les premières vues aériennes. Finalement, ces maquettes sont les premières vues aériennes de l'histoire. D'exhumer, pratiquement vraiment d'exhumer, des réserves du musée des plans reliefs, ces maquettes, dont certaines n'ont plus jamais été vues depuis un siècle pratiquement, illustrent bien un des rôles que nous entendons faire jouer à la Maison d'Histoire de France, c'est vraiment s'appuyer sur des objets de l'histoire pour mener une réflexion contemporaine. Qu'est-ce que c'est qu'un espace, qu'est-ce que c'est qu'un territoire, et au-delà même, qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est qu'être français. Reste ensuite à imaginer des façons ludiques d'aborder ces thèmes. Et là aussi, la scénographe est à la manœuvre. On voit vraiment le détail des murs, des parements de pierre. On a des dispositifs audiovisuels, on a du texte d'accompagnement. Donc on a un dispositif pédagogique quand même assez important. On a au moins deux ou 3 dispositifs par plan relief. Celui qui est complètement latéral. Pour mettre en place ces dispositifs, des photographes sont venus grossir les équipes des Invalides. Ah ouais. On s'arrête juste, tu vois là, la pointe des fossés à l'arrière. Un manège bien huilé et un dispositif un peu particulier. René Gabriel Ojeda réalise jusqu'à 30 prises de vue pour composer une seule et unique photo. Il faut dire qu'elle est hors du commun. Sa définition est 10 fois supérieure à celle des appareils grand public et sa netteté parfaite. Toutes les zones de flou persistantes ont été retouchées une par une. Comme ça. On zoome encore plus que ça d'ailleurs. D'accord, tu te mets comme ça et tu scrutes. Le résultat bluffe même les professionnels. Quand on bosse sur ce niveau de zoom, c'est vrai qu'on voit absolument tout. On voit le boulot qui a été fait, c'est absolument incroyable. Les maquettes sont tellement petites qu'on ne se rend pas compte du détail, alors que si on arrive à avoir des bornes, on peut voir justement ce niveau de détail. C'est quand même génial. C'est d'abord cette précision qui a séduit les conservateurs, et notamment Isabelle Varmos. Chargée d'études au musée des plans reliefs, elle est spécialiste des fortifications. Ça permet vraiment d'appréhender tous les détails architecturaux d'une ville, que ce soit la fortification, les bâtiments civils, religieux. On ne pourrait pas les voir de manière aussi précise sans ces photos. Strasbourg, le plan relief a été réalisé en 1830 et on l'a actualisé à partir de la deuxième moitié du 19e siècle pour montrer la voie ferrée
qui avait été créé entre-temps, et ce qui était fondamental pour les militaires, puisque c'était une nouvelle voie de communication qu'il fallait pouvoir contrôler. Donc on voit la nouvelle gare, le tracé du chemin de fer. En dehors de l'infiniment petit, l'intérêt de ces bornes, c'est aussi l'infiniment grand. Pour l'historienne, le changement d'échelle permet de mieux appréhender le rôle que ces maquettes tenaient à l'époque. Certains souverains en déplacement venaient visiter la galerie des plans reliefs, et donc ça permettait de montrer voilà, l'état de la richesse des villes, la puissance des fortifications qui défendaient les frontières. On est comme si on était à vol d'oiseau, et on comprend comment les ingénieurs militaires, quand ils ont conçu ces fortifications, eh bien, ils n'ont pas implanté les éléments de fortification au hasard, mais toujours pour se protéger d'une hauteur, pour barrer un cours d'eau, etc. Et là, on le comprend tout de suite. Des maquettes pour comprendre la géographie, maîtriser un territoire ou définir un plan de bataille. À chaque époque ses buts et sa modernité. Pour mettre en perspective l'histoire et faire partager l'exposition à un public plus large, la Maison de l'Histoire de France mise sur la modélisation numérique et sur Internet. Malgré le manque de temps, chaque plan est modélisé en 3 dimensions. Les designers 3D d'Internet ont remplacé les ingénieurs du roi. On passe au-dessus des différentes maquettes, un petit peu comme un avion survole une ville. C'est un véritable scan 3D de toutes ces maquettes. Une fois qu'on a également un nuage de points pour connaître les élévations, la modélisation est manuelle, bâtiment par bâtiment. Et pour les rendre plus réalistes, pour être fidèle à la maquette, on vient plaquer les différentes photos qu'on a prises à différents angles de vue. Et on colle les différents matériaux, les différentes textures qui sont en fait les photos qu'on a prises sous tous les angles. À ce niveau d'exigence, rien n'est automatique. Pour une seule maquette, il faut plus de 6 semaines de travail. Face à des délais extrêmement restreints, plus de 15 graphistes ont été recrutés à travers la France. Là, pour donner un ordre d'idée, ça fait 10 jours que je travaille dessus. Donc là, il m'en reste, à mon avis, au moins autant. Le processus est long, mais pour Sébastien Lucas, il est au cœur de la philosophie de la Maison de l'Histoire de France. Confronter le passé et le présent, et faire de l'objet d'histoire un outil de compréhension de l'actualité. Ce qui nous a semblé effectivement intéressant, c'était de croiser ces méthodes actuelles et les plans reliefs, c'est de dire de Vauban à Google comment on montre les villes en 3D à 3 ou 4 siècles d'écart. Et surtout comparer ces plans reliefs avec une vue actuelle des villes. Et voir par exemple qu'entre le plan relief effectivement de Brest et la ville actuelle, il n'y a quasiment plus aucune similitude ou très peu. Donc voilà, montrer l'évolution de la frontière de la France en règle générale, mais aussi à l'intérieur de ces villes, les évolutions dans les villes elles-mêmes. C'est le Google Earth du XVIIe siècle. Chaque ingénieur, soit ici à l'Institut culturel, soit en Californie, une fois que je leur parle de ce projet, ils sont vraiment ravis. Aux Invalides, la course contre la montre bat son plein. Dans quelques heures, les 350 caisses qui contiennent les plans reliefs vont traverser la Seine pour être exposées dans la nef du Grand Palais. En 5 jours et 5 nuits, 16 plans reliefs d'une surface totale de 750 m² vont être montés. Avec eux, l'ensemble de la scénographie, décors, éclairage et modules pédagogiques. Avant ce sprint final, le marathon aura duré 8 mois. Historiens, scénographes, restaurateurs, infographistes, en tout plus de 300 personnes auront travaillé sur ce projet hors norme. Les efforts nécessaires pour faire tomber les frontières entre le passé et le présent et éclairer l'histoire d'un jour nouveau.